Parlons maintenant des liens qui existent entre les modèles masques. Certainement, à travers la présentation de chaque modèle, on a pu identifier des points d'entrée et de sortie intermodèles, c'est-à-dire d'un modèle vers un autre modèle. Soulignons les liens les plus importants, commençons par le lien entre un modèle de tâche et un modèle d'activité. Alors, un modèle de tâche, il décrit comment sont faites chaque étape fonction dans une activité. Donc, on va avoir autant de modèles de tâches qu'il y ait d'activités dans le modèle d'activité. C'est-à-dire, on peut considérer le modèle d'activité comme étant un zoom sur le comment par rapport à chaque activité donnée. Il y a aussi le lien entre un modèle d'activité et modèle de phénomène. Donc, on peut dire que l'activité dans un modèle d'activité, elle essaie de maîtriser un phénomène. Donc, dans le sens où elle sous-entend les phénomènes. Donc, comment on peut établir le lien? On peut faire le lien à travers un modèle de concept. Donc, il faut décomposer le système source d'un phénomène ou bien le système cible d'un phénomène en concept. Et puis, ces concepts, ils vont avoir des entrées, des propriétés d'entrée, des propriétés. Et ces concepts, ils peuvent être les entrées et les sorties du modèle d'activité. Donc ça aussi, ça permet de faire le lien entre le modèle de tâche, le modèle d'activité et aussi avec une phase intermédiaire, le modèle de concept. Regardons ce schéma qui permet de relier les différents modèles. Donc, commençons par le commencement, par le OIDC. Donc, le OIDC, comme vous le voyez, il est relié principalement au modèle de connaissance. Alors, dans quel sens donc, pour les agents du OIDC, c'est les acteurs au niveau du modèle d'activité. Et puis, la connaissance à gérer, elle est la même. La connaissance qui est au centre de l'activité, donc c'est la connaissance qui est décrite au niveau du patrimoine de connaissances du OIDC. Puis, comme on l'a dit, entre le diagramme, entre le modèle d'activité et le modèle de tâche, donc on a une description, donc une activité, elle est décrite par plusieurs tâches. Puis on a la tâche qui utilise des concepts. Donc quand vous voyez les concepts, le concept est la ressource au niveau du modèle d'activité également. Ça peut être aussi les entrées-sorties, comme on vient de dire, pour le modèle d'activité. Et pour le phénomène, des concepts sont des champs d'influence et les concepts peuvent être des systèmes cibles et des systèmes sources au niveau du modèle de concept. Alors, il reste à dire que donc, l'activité permet de maîtriser le phénomène et le phénomène, il est expliqué avec ce qu'on appelle des rétextes, hein, ou bien des règles de description qui sont reliées directement, ou bien qui doivent respecter des activités. Okay? Donc, il y a aussi un lien indirect à travers des règles entre l'activité et le phénomène. Donc, à travers ce diagramme, cette liaison entre les modèles, donc, je vous invite à revenir sur vos modèles et essayer de vérifier est-ce que ces liens sont bons. Bah, s'ils ne sont pas bons, il faut les rectifier. Donc, je reprends. Il faut avoir autant de modèles de tâches qu'on a d'activités. Au niveau de la tâche, il faut identifier les concepts qui existent dans un diagramme de concept. Et puis ces mêmes diagrammes, ces mêmes concepts, c'est eux qui doivent figurer comme étant des systèmes cibles et des systèmes sources pour le modèle de phénomène et aussi pour les champs d'influence. Donc comme ça, on est plus concret. Et bien sûr, le point de démarrage qui est le OIDC, donc les connaissances qui figurent dans le diagramme, dans le modèle d'activité doivent exister au niveau de la colonne droite de votre OIDC au niveau du patrimoine de connaissances, et puis les agents vont être les acteurs de votre OIDC. Voilà, donc comme ça, on a une vue globale sur la modélisation de la connaissance. Et là, il y a un point très important à dire avant d'entamer la phase afin de passer ou bien de parler de la synthèse de réalisation d'un livre de connaissances, parce que comme vous voyez, donc comme vous en avez compris, que la réalisation d'un livre de connaissances, c'est une phase de knowledge management qui est primordiale, mais c'est pas la seule, c'est pas une finalité,
c'est pas un point de fin d'activité ou bien un point d'arrêt pour la gestion de la connaissance. Donc, la gestion de connaissances, il passe par ce qu'on appelle un processus de capitalisation de connaissances. Donc, le processus de capitalisation de connaissances est un processus qui permet de faire essentiellement trois grandes phases. Donc, la phase qu'on a fait depuis le début, c'est une phase de capitalisation de connaissances en réalisant les différents modèles. Donc, c'est une phase de modélisation. La phase suivante, c'est une phase d'élaboration d'une ou plusieurs solutions. Et la troisième phase, c'est une animation du cycle de vie de la connaissance, pour pouvoir réexploiter le livre de connaissances. Alors, pour ce qui est de la capitalisation de connaissances, donc, après avoir fait le cadrage de notre projet, donc cette phase, qui est la mise en place ou bien la réalisation des différents modèles, il peut être faite par deux stratégies qui sont différentes. On peut capitaliser un expert, le savoir d'un expert et produire tous les modèles qui sont pertinents. Bien sûr, là aussi, tout comme dans la modélisation UML, on n'est pas obligé de faire tous les modèles, mais on fait les modèles les plus pertinents. Ou bien, on peut capitaliser le contexte avec la personne, c'est-à-dire les collaborateurs qui tournent autour, puis avec les experts sur leur savoir-faire. Cette deuxième démarche, il permet de faire un diagnostic sur les processus et aussi sur les connaissances qu'on veut capitaliser. Ceci est utilisé lorsqu'on a affaire à un groupe de managers qui sont autour de la table pour un projet d'optimisation de leur activité. Donc ça se passe comme ça dans les COMEX, comités de managers, pour pouvoir faire évoluer la chose. Et l'output de cette phase de capitalisation de connaissances, c'est le livre de connaissances. Dans la revue scientifique de la méthode MASC, ça s'appelle MASC 1. Donc, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est MASC 1. Le fait de dire MASC 1, MASC 2, MASC 3, ce n'est pas des versions, mais c'est des phases. Comme je dis, MASC 1, c'est la phase de capitalisation des connaissances. Puis la phase 2, c'est l'élaboration d'une ou plusieurs solutions, donc à partir de ce livre de connaissances. Et puis la phase 3, c'est l'animation cycle de vie de la connaissance. Pour ce qui est de cette... là encore, j'insiste que la phase 1, donc à savoir la phase de capitalisation de connaissances avec MASC 1, c'est la phase la plus technique et c'est la phase qui est faite par l'ingénieur de connaissances que vous allez faire. Et c'est à partir de laquelle que tout se passe, à savoir la réalisation de la base de connaissances, si on veut développer des éventuelles applications, que ce soit des applications intelligentes ou des applications de gestion qui facilitent l'utilisation de cette connaissance. Pour ce qui est de MASC 2, ou bien la phase d'élaboration d'une ou plusieurs solutions, donc en général, la finalité de la capitalisation est définie à l'avance. Donc, pendant la phase de cadrage, on sait déjà ce qu'on veut faire au niveau de la capitalisation de connaissances. Et puis, en découvrant les modèles qu'on vient de réaliser par les managers, ceci leur amène ou bien leur donne de nouvelles idées. Et donc, l'objectif de cette phase est généralement de transmettre ou bien de circuler, de faire communiquer, de partager le livre de connaissances. Et la solution peut être une combinaison de moyens, de formation, de publicité, de réunions pour pouvoir concrétiser le travail qui a été fait. Et le livre de connaissances est la matière première de ce travail et il va être retravaillé ou non, ça dépend des scénarios pour le transfert et on lui ajoute toujours une action qui est pédagogique, une action de formation. Mais cette formalisation bien sûr, est un état à l'instant T. Donc, c'est un état à l'instant T
de la connaissance, donc il faut aussi gérer les évolutions. Ben si, donc pour ce qui est de cette phase, donc la phase de élaboration de solutions, c'est une phase dans laquelle on retravaille le livre de connaissances pour pouvoir en faire des progrès. Et bien sûr, ça permet de sortir deux choses. Ça permet de sortir les solutions qui sont envisagées. Donc, ça peut être des solutions techniques, technologiques, comme ça peut être des solutions procédurales, des procédures qu'on va mettre en place. Mais aussi, ça peut être des projets qu'on va lancer, hein, des projets de zoomer sur certaines connaissances et de les gérer en particulier, peut-être lancer de nouveaux process, utiliser de nouvelles méthodes, recruter des gens, faire des choses. Donc, c'est des projets qu'on va lancer autour de cette connaissance. Pour ce qui est de masque 3, bien la phase 3, c'est l'animation cycle de vie de la connaissance. Donc pour cette phase, donc c'est la raison, c'est son objectif, c'est une organisation pour faire vivre le livre de connaissances. Donc le livre de connaissances, c'est pas quelque chose qu'on va imprimer et mettre à l'étage, mais c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Et là aussi, il y a deux façons de faire la chose, bien sûr, selon les créateurs de la méthode. Ça, ce n'est pas des choses que j'adore, mais c'est des choses que les créateurs de la méthode ont spécifiées. Donc, pour les deux manières de faire, la connaissance, il est mise à jour au fur et à mesure des évolutions, c'est ce qu'on appelle un mode passif. Et là, les acteurs de l'activité entrent dans ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est récurrent lors de la mise en place de référentiels aussi. Et ça permet de faire évoluer la chose dans un mode qui est plutôt passif. La connaissance dans ce scénario, il est à la fois travaillé conceptuellement sur la formalisation et réellement par la pratique, parce que l'évolution, il vient de la pratique. Donc la formalisation des connaissances doit être mise à jour avec des évolutions et ceci implique de mettre en place une organisation pour détecter les changements, détecter les évolutions, formaliser les nouvelles connaissances et partager les nouvelles formalisations ou bien les nouvelles explicitations avec d'autres personnes du métier qui permettent d'enrichir cette connaissance. Et surtout, il ne faut pas oublier que le Knowledge Management System, ou bien le système de connaissances, est composé des connaissances, des acteurs, des formalisations. Et pour les faire évoluer, il faut impliquer ces trois composantes sans pour autant ignorer l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'élaboration, l'élaboration des solutions et aussi l'animation de cycle de vie de la connaissance. Alors aussi, donc il y a un processus, il y a des points importants à évoquer, à savoir la relecture, hein, donc le relecture et tout ça. Donc pour ce faire, on va d'abord expliquer la réalisation de livres de connaissances. Donc une fois les modèles sont là, donc comment on va démarrer et puis comment on va mettre en place comment on va mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir réussir cette phase de mise en place ou bien de rédaction de livres de connaissances. Donc, la démarche, il commence par une réunion de cadrage. Donc, la réunion de cadrage, c'est une réunion qui se fait avec les experts ou bien l'expert, mais aussi avec les managers et responsables qui sont impliqués dans ce projet de gestion de connaissances au niveau de l'entreprise. Dans la réunion de cadrage, il faut donner un titre à notre connaissance, sans changer le pneu, et le sujet du livre de connaissances avec un planning des réunions de travail qu'il faut faire. Bien sûr, comme on a compris, on va faire plusieurs réunions de travail avec l'expert ou bien avec les experts pour pouvoir modéliser les différents modèles avec les points de vue qu'on a vus. Et donc, cette phase-là, c'est l'équivalent de la phase de recensement de besoins.
mais cette fois, recensement de besoins, mais aussi l'organisation de projet ou bien la phase de gestion de projet. Par la suite, il faut faire ce qu'on appelle des entrevues de modélisation ou bien des entretiens de modélisation. Donc, les entretiens de modélisation, ils vont donner au output un modèle de connaissance. Donc, on peut prévoir une entrevue par modèle ou bien plusieurs entrevues par modèle, dépendamment de la complexité du modèle et dépendamment de la disponibilité de l'expert et dépendamment de l'évolution des choses. Donc, il y a des minimums et des maximums. Et puis, une fois le modèle de connaissances sont faits, il faut rentrer dans la boucle de l'entrevue et de relecture. Donc, les réunions de relecture et complément. Donc, comme on l'a dit, l'expert lui-même peut lire son livre de connaissances, voire le communiquer à des experts qu'il juge capables de valider cette connaissance pour pouvoir donner des compléments. Et là, l'objectif, c'est une mise en forme des modèles, en les reliant avec des ressources d'information, des diversités documentaires, des schémas, des audios, des films. Donc, croyez-moi, dans un système de gestion de connaissances, Knowledge Management System, le livre de connaissances seul n'est pas suffisant. Il faut toujours enrichir le livre de connaissances avec des sources documentaires, des informations, des schémas, des audios, des vidéos, des films, des photos, beaucoup de choses qui permettent de compléter l'image de cette connaissance qu'on a recensée et qu'on a modélisée. Pour les entrevues de modélisation et les entrevues de relecture, leur output, c'est le livre de connaissances. Et le livre de connaissances, il subit la relecture et validation et une approbation hiérarchique pour pouvoir dire que voilà, ça c'est une version stable de notre livre de connaissances. Alors, pour cadrer le livre de connaissances, il faut des cartographies des connaissances, des besoins de capitalisation et des besoins attendus. C'est des choses qu'on fixe. Donc, pour ce qui est des besoins attendus, c'est des choses qu'on fixe au niveau de la réunion de démarrage. Et puis, pour la cartographie des connaissances, c'est des choses qu'on obtient à l'élaboration des modèles. Et les besoins de capitalisation, c'est c'est des besoins qui surviennent. Plus on rentre à l'intérieur de la connaissance, donc on s'aperçoit du détail des besoins de capitalisation. Il y a des besoins de capitalisation, bien évidemment, qu'on peut identifier à tout début du processus de réalisation. Donc, une fois on cadre le livre de connaissances, on a le titre de livre, on a les sources de connaissances et on a les éléments à modéliser. On réalise le livre de connaissances, bien sûr, une fois on établit par l'établissement, par la réalisation des modèles, et on obtient un livre de connaissances qui est validé et approuvé. Et puis, bien sûr, il y a la phase de partage et faire évoluer le livre de connaissances. Et dans ce cas-là, le livre de connaissances aussi, il est validé et approuvé, mais dans sa version qui est évoluée. Donc là, il est important de souligner ou bien de zoomer ces différentes phases. Alors, dans la phase de modélisation, on a dit que il faut bien sûr faire des entretiens avec l'expert. Et donc, en faisant de l'entretien, ça vous aide pour les entretiens de connaissances, mais ça aussi dans l'entretien des recensements de besoins des applications logicielles en général. Donc là, il faut écouter. Donc, c'est une phase d'écoute. Il faut écouter, il faut faire un enregistrement si possible. Toujours, c'est bien de faire des enregistrements, bien sûr, après avoir demandé l'avis de la personne, l'accord de la personne, parce que comme vous savez, l'enregistrement d'une personne qui parle, c'est des données qu'on n'a pas le droit d'enregistrer sans accord. Bien sûr, au catimini ou bien au cachette, c'est pas possible, c'est interdit, et la personne peut nous poursuivre en justice. Une fois, lorsqu'on écoute, il faut identifier les phrases. Donc, pour chaque phrase, il faut identifier les mots et extraire de la phrase la sémantique pour pouvoir la modéliser. Bien sûr, ceci est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces phrases qu'on va identifier les agents de notre modèle au IDC. C'est à partir de ces phrases qu'on va identifier les activités, les entrées et les sorties. C'est à partir de ces phrases qu'on peut comprendre l'existence des phénomènes et la description des phénomènes. À partir de ces phrases qu'on va soulever ou bien souligner les tâches, qu'on va souligner les concepts,
on va identifier les éléments d'historique avec les différentes évolutions, les versions et aussi les arguments dans le modèle de lignée. Donc, pour ce qui est des tâches, une fois on a les tâches, et donc ça nous permet d'enrichir les modèles correspondants. Donc, une fois on a les tâches, donc la tâche, comme on a vu, c'est l'élément élémentaire ou bien c'est le composant élémentaire de notre connaissance. Et donc, ça va nous permettre de, bien sûr, d'aller, comme on a dit, pour chaque activité, on va identifier ou bien enrichir les tâches à l'intérieur. Et la tâche, ça nous permet aussi de pouvoir identifier le patrimoine des connaissances, c'est-à-dire de toucher de la connaissance en elle-même, d'enrichir l'activité, d'enrichir le phénomène, bien sûr, le modèle de tâche, le modèle de concept et le modèle d'historique, les lignées et les argumentaires sont aussi enrichis via cette phase. Alors, juste un mot sur cette extraction de phrases qui est une tâche clé au niveau de la modélisation ou bien pour faire la modélisation masque. Donc, une phrase peut parfois alimenter plusieurs modèles. Donc, ça peut être un acteur, une phase de processus ou une ressource de phénomène, ou bien un phénomène, ou bien une tâche. Et quand on écoute la transcription, on détecte les verbes, les concepts et on cherche le phénomène derrière. Éventuellement, on complète les autres modèles. Ce qui sort d'une phrase est un élément, un modèle ou une explication de l'élément. Donc là, c'est la raison pour laquelle, avec l'enregistrement qu'on fait pour l'expert, ou bien la prise de notes qu'on a fait pour l'expert, on va la relire et l'écouter autant de fois. Et chaque fois, on va enrichir et en sortir des choses qui sont plus détaillées. Donc, une modélisation de connaissances commence la plupart des temps avec l'écoute d'un enregistrement de l'entretien. Et des phrases de l'expert, la connaissance est modélisée en différentes modélisations, différents points de vue. Donc, comme on a dit, donc de ces phrases, on va ressortir les acteurs, on va ressortir les phases ou bien les processus, les ressources, les tâches, les concepts et aussi identifier les phénomènes. Ça, c'est très important. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la capitalisation proprement dite. Donc, une fois on fait notre réunion de cadrage, comme on a vu ici, donc une fois on fait notre réunion de cadrage, donc là, on va identifier les paramètres de la capitalisation de la connaissance, à savoir le recueil des connaissances de l'expert avec des cycles d'entretien. Donc là, lorsque je dis un entretien, ce n'est pas forcément un seul, mais plusieurs entretiens. Et pour chaque entretien, il faut identifier un objectif. Il faut recueillir la connaissance de l'expert sous forme sous forme orale, écrite, document, rapport, PV qu'il a déjà fait et autre chose, et puis modéliser la connaissance avec les modèles qu'on a vus, à savoir, je les répète quand même pour une fois, le OIDC, le modèle de concept, le modèle de tâche, le modèle d'activité, le modèle historique, le modèle de lignée. Et puis, élaborer une première version de votre livre, repérer les principaux documents utilisés par l'expert, à mettre en référence pour votre livre de connaissances ou bien aux pièces jointes. Là aussi, dans le cadre de votre projet, je vous invite à faire des compléments, c'est-à-dire, vous avez, par exemple, vous avez décrit le processus la connaissance d'un barman qui va réaliser le café. Eh bien, il faut mettre en annexe ou bien en référence sur quel... vous êtes basé sur quoi? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez qui vous a donné les informations? Est-ce que vous avez regardé une vidéo sur YouTube de comment ça marche? Est-ce que vous avez lu un catalogue? Est-ce que vous avez... on vous a raconté une anecdote? C'est bien de faire référence. Peut-être on a besoin aussi d'ajouter des images ou bien des vidéos qui montrent comment se fait le café proprement dit. Et aussi, s'il y a des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de conservation de café, des bonnes pratiques de stockage,
des bonnes pratiques de nettoyage de machines. Donc, par exemple, en pièce jointe, je peux ajouter un catalogue de machines qui montre comment on fait le nettoyage, comment on fait l'installation, la désinstallation, des choses comme ça. Donc, ça rend un livre de connaissances plus vrai et plus réel. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi bien sûr, il faut toujours versionner votre travail, donc dire voilà, donc, quand est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, toujours ça, c'est la règle d'or pour un ingénieur de connaissances. Donc, il faut aussi, si on a il faut prévoir des réunions d'approbation. Donc là, même si on fait dans le cadre d'un projet qui est plutôt pédagogique ou bien académique. Donc, si vous avez l'opportunité, pourquoi pas, si vous avez un ami ou bien une personne que vous connaissez, j'ai pris l'exemple de vos camarades d'élaboration de café ou bien la connaissance d'un barman qui réalise des cafés ou bien des boissons chaudes dans un café. Si vous avez un ami ou une personne que vous connaissez qui fait déjà la tâche, pourquoi pas ne pas l'appeler ou bien la contacter et vérifier avec elle est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait. Bien sûr, vous n'allez pas lui dire, vous n'allez pas lui envoyer par WhatsApp ou par mail votre modèle de phénomène, votre modèle de concept et lui dire d'expliquer, mais vous allez plutôt lui expliquer ce que vous avez compris et lui, il va valider ou pas ce travail. Donc, ça va faire pour vous ce qu'on appelle des réunions d'approbation. Et voilà, donc une fois les réunions d'approbation faites, donc on peut présenter le livre finalisé, recueillir les avis, définir bien sûr la confidentialité, parce que parfois vous faites des choses qui sont confidentielles à l'entreprise, il ne faut pas communiquer librement, donc il faut respecter les livres il faut respecter la réglementation de l'organisme pour lequel vous faites ce travail-là. Voilà, donc ça c'est pour une deuxième partie. Dans la vidéo prochaine, donc, je vais vous parler un petit peu du cycle de progrès. Donc, pour ce qui est du processus de capitalisation, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je peux dire que la déclinaison ou bien le détail du processus de capitalisation, au minimum, pour le faire, il faut prévoir au minimum. Donc là, minimum, maximum, je ne peux pas juger, ça dépend des projets. 4 entretiens avec l'expert, parce qu'au-delà de 4, ça devient un petit peu lourd pour lui et c'est humain. Donc là, la personne, il va pas trop aimer. Donc, comme je dis, dans les deux vidéos concernant la méthode, on va parler du cycle du progrès et je vais vous parler un petit peu de l'outillage parce que je sais qu'on veut réaliser des choses avec des outils et on veut voir la